Julien Cavanagh, professeur assistant de neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Bonjour, Dr Cavanagh. Bonjour. La police a déclaré, Dr Cavanagh, que le suspect avait des antécédents de santé mentale. Il y a une note incohérente qui a été retrouvée sur son corps qui suggérait qu'il en voulait à la NFL au sujet d'une allégation non fondée, dit-on, selon laquelle il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique. Qu'est-ce que c'est cette maladie, docteur? Alors, c'est une maladie qui se déclare de nombreuses années après avoir reçu des traumatismes crâniens répétés, ce qu'on voit en particulier chez les joueurs de sport de contact, et donc en particulier évidemment dans le football américain, qui des années après ces contusions cérébrales répétées peut causer des anomalies du cerveau qui se développent initialement avec des trous de mémoire, des troubles mentaux comme de la dépression, de l'anxiété, et qui peuvent évoluer plus tard avec des problèmes des impulsions, des problèmes de contrôle des impulsions, et in fine avec une démence déclarée sévère. Et donc ce diagnostic est effectivement pour ce jeune homme possible dans la mesure où il a joué au football au niveau college, mais n'est pas nécessairement garanti parce que ce diagnostic ne peut pas être effectué sur des examens d'imagerie médicale ou sur un test sanguin. C'est un diagnostic post-mortem. Et je note d'ailleurs que dans la note de suicide tragique de cet homme qui a tué ces personnes, on retrouve l'idée qu'il souhaite que son corps soit autopsié pour faire ce diagnostic définitif. Absolument, vous faites bien de le souligner, Dr Cavanagh, le suspect qui demandait que son cerveau soit étudié après sa mort. Mais j'ai de la difficulté, je ne suis pas un spécialiste évidemment, c'est pour ça qu'on vous parle, Dr Cavanagh, la difficulté à concevoir qu'un individu qui a joué au football au secondaire en Californie, là on se retrouve 20 ans plus tard, une vingtaine d'années plus tard. Est-ce que la maladie peut réellement le rattraper comme ça? Oui, c'est tout à fait possible et c'est de toute façon une maladie qui va se déclarer bien des années après les contusions cérébrales répétées. Donc c'est une maladie que l'on voit en particulier chez les joueurs de football américains retraités. Mais il y a des cas qui sont documentés à un âge plus jeune. Je regardais la littérature ce matin. Le cas clinique documenté le plus individu de 17 ans. Donc, vous voyez qu'à 27 ans, qui était donc l'âge de ce tueur, c'est possible, mais on n'a pas d'informations aujourd'hui pour savoir si effectivement ce diagnostic lui avait été mentionné par des neurologues ou par d'autres médecins, ou si c'est quelque part un autodiagnostic qu'il s'était fait avec peut-être ce qui lui restait d'insight, comme on dit, c'est-à-dire de capacité à se comprendre soi-même et à s'auto-diagnostiquer. Je trouve cependant particulièrement tragique qu'il fasse cette demande que son corps soit autopsié après un suicide. Dr Cavanagh, vous avez fait allusion tantôt, vous avez parlé justement des effets des commotions cérébrales. On a vu beaucoup d'athlètes et d'ex-athlètes faire des sorties. Certains parlaient même d'agressivité, de changement de comportement. Ça peut nous amener jusqu'où ce genre de commotion multiple, là? Alors, il y a plusieurs cas tragiques documentés dans la littérature et dans la presse générale. Peut-être que celui qui est le plus connu est l'ancien joueur de football Aaron Hernandez, qui s'est rendu coupable de meurtre et qui a fini par se suicider en prison et dont l'autopsie a révélé qu'il avait une des formes les plus sévères jamais vues d'encéphalopathie traumatique chronique. Et donc, il peut y avoir effectivement ces passages à l'acte extrêmement violents qui sont assez caractéristiques de la maladie simplement parce que l'essentiel de ces traumatismes crâniens se fait sur le lobe frontal, sur les lobes frontaux, qui sont donc ces parties du cerveau qui sont derrière le front et qui prennent le plus de coups, le plus de blessures lorsqu'il y a ces chocs lors de ces sports de contact. Et ces lobes frontaux, pour schématiser les choses, sont la partie du cerveau qui nous retiennent de dire tout ce qu'on pense, qui nous retiennent de devenir agressifs lorsqu'on est frustré. Et donc, si ces lobes du cerveau ont été abîmés par cette encéphalopathie traumatique chronique, eh bien, on peut avoir ces agressions, cette violence dont les freins sont complètement retirés. Et c'est ça qui explique ces comportements anormaux et violents chez les patients qui souffrent de cette maladie. Merci à nouveau de nous avoir instruits aujourd'hui, Dr Julien Cavanagh, professeur assistant de neurologie à l'Université Emory d'Atlanta. Bonne journée. Merci à vous.